retrouvons donc lors de cette deuxième rencontre régionale des acteurs d'éducation thérapeutique avec Pierre-Yves Traînard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur du pôle ressources Île-de-France en éducation thérapeutique du patient. C'est ça. Revenir ensemble sur cette initiative, cette rencontre d'aujourd'hui, cette deuxième rencontre. Pourquoi cette rencontre intitulée « Voir, montrer et faire voir l'éducation thérapeutique du patient ». C'est ça. C'est qu'en fait, l'éducation thérapeutique, d'abord, elle est essentiellement hospitalière encore actuellement, et que ce pôle de ressources a été initié pour venir en appui des professionnels de santé de ville, pour monter des activités d'éducation thérapeutique, pour avoir de l'accompagnement, pour avoir de l'entraînement. Et ce que l'on remarque, c'est que en grande majorité, ni les patients, ni les professionnels de santé ne savent vraiment ce que c'est que l'éducation thérapeutique. Avec des mots, comme on l'a bien souligné ce matin, qui sont des mots qui permettent pas vraiment de se rendre compte de ce que ça peut être, de l'éducation, de la thérapeutique. C'est quelque chose qui, pour le moment, ne parle pas à beaucoup de personnes. Et là, c'était l'occasion de montrer que l'éducation thérapeutique, ça envisage tous les pans de la vie. C'est vivre avec la maladie chronique, et que ça, c'est une grande misère que de vivre avec une maladie chronique. On a besoin d'apprendre, quand on a une maladie chronique, à se débrouiller, et finalement, cette débrouillardise peut s'apprendre parce qu'il y a un certain nombre de trucs qui permettent de s'arranger avec les traitements et qui permettent d'avoir sa vie sociale. Et puis l'autre problème qu'on a bien vu aussi, c'est qu'il y a une deuxième misère qui est celle des soignants. Et celle des soignants de ne pas arriver à guérir des gens qui ont une maladie chronique et du coup qui ont besoin de revenir sur leur pratique, de s'accorder entre eux pour construire avec les patients des activités qui leur permettent de trouver un autre sens aux soins, au-delà du sens curatif simplement des soins. On va essayer de balayer les différentes approches thématiques de cette journée. Vous êtes revenu sur les mots et la capacité de se comprendre et comprendre les mots du patient, les mots du soignant dans le quotidien. Poursuivons avec la pratique de l'ETP en médecine générale dans le quotidien du soignant médecin généraliste. On en a eu plusieurs tout à l'heure. Oui. Comment l'organiser, comment la développer, comment la valoriser? Déjà, montrer simplement que les médecins généralistes disent tous avoir des pratiques éducatives. Et puis finalement, c'est vrai. C'est vrai qu'un médecin généraliste est là aussi pour expliquer, pour conseiller, pour soutenir la réflexion. Quand il a lui-même fait ce travail un petit peu d'analyse personnelle de ses pratiques, eh bien, il va au-delà et il commence à entraîner des patients à réfléchir avec lui sur leur propre devenir avec la maladie et puis éventuellement à s'orienter vers des activités d'éducation thérapeutique, des ressources extérieures, de la documentation, tout ce qui va lui permettre finalement d'avoir une collaboration plus active avec d'autres professionnels de santé et qui à ce moment-là permet de réenrichir aussi ces pratiques soignantes mais qui aide profondément les patients à se retrouver dans leur vie sociale. C'est ça qui est important. On va parler dans un second temps de projets de santé, des structures porteuses de projets d'éducation thérapeutique, maisons de santé, centres de santé, pôles de santé. On nous parle souvent d'interdisciplinarité. Construire l'interdisciplinarité et l'ouverture à la santé globale en éducation thérapeutique, beau défi, mais comment? Oui, beau défi. C'est ça, c'est que en fait, cette éducation thérapeutique se montre plus facilement, évidemment, quand on est plusieurs de professions différentes. On peut plus tout faire tout seul. Ça, c'est très clair. Et c'est probablement lié au fait que la maladie chronique, c'est complexe. Et dans cette complexité, ça crée le doute, finalement, pour les soignants. Et cet espace du doute, il faut arriver à le structurer, et on ne peut pas le structurer tout seul. Donc il faut le faire à plusieurs. Alors ça, c'est des prises de conscience qu'on voit bien, qui sont des prises de conscience terriblement territoriales, locales, quoi. Des professionnels qui, entre eux, vont se mettre d'accord pour envisager un projet de santé dans lequel il y a de l'éducation. Un grand lien entre éducation thérapeutique, éducation à la santé, promotion de la santé. Il y a une continuité là-dedans, on l'a bien vu avec l'expérience de la Goutte d'Or, avec Huracan, et dans lequel les engagements finalement avec des populations précaires
deviennent différents maintenant avec l'éducation thérapeutique. Il n'est plus question d'aller parler avec des petits mots et infantiliser les patients. En fait, c'est utiliser les savoir-faire des patients, comprendre quelles sont les constructions qu'ils ont faites pour se débrouiller avec la maladie chronique et en profiter à ce moment-là pour les rendre totalement acteurs. Et on a vu un très bel exemple avec cette dame africaine qui organise des marches finalement maintenant dans la Goutte d'Or pour ses pairs finalement. Et c'est ça, les pairs aidants, c'est ça. Un autre thème de l'après-midi intitulé S'ouvrir à la vie sociale. Le patient est une personne dans la cité. On nous parle souvent en ce moment de déterminants de santé, une multitude de déterminants, l'urbanisme, la mobilité, etc. Comment structurer cette ouverture de l'ETP, comme on la connaît aujourd'hui, vers une ouverture plus médico-sociale, plus globale à l'échelle de la cité? Oui, ce qui m'a beaucoup frappé dans les interventions qu'il y avait, c'était, alors, le père aidant, voilà, être cette altérité qu'ont les gens qui ont une maladie chronique, qui est de toute la journée, il y avait ça, cette histoire d'altérité et finalement d'une motivation à aider les autres. Et puis la deuxième chose, c'est que s'il y a le père aidant, il y a aussi l'aidant familial, l'aidant de l'entourage, et l'entourage, ça va assez vite finalement au lien social. Alors, on voit bien que les problèmes de littératie font que des gens ont moins de lien social. Pas comprendre ce qui se passe, finalement, ça coupe et ça rend tout seul. Et là, c'est un réinvestissement d'une compréhension partagée. Et cette compréhension partagée, elle recrée du lien social. Ça a été très frappant. Et je veux dire, ce qui est assez symptomatique, c'est que dans les expériences en psychiatrie, finalement, la psychiatrie qui était, je dirais, les premiers à avoir une institution ouverte avec des secteurs, ont fini par un peu se recroqueviller sur leur propre spécialité et trouvent dans l'éducation thérapeutique une nouvelle option sociale retrouvée. Voilà, c'est à la fois assez émouvant et assez étonnant, je dirais. Première échelle territoriale de vie d'un patient, d'une personne, la ville, son espace de vie. C'est très bien qu'en France, encore, la vision collective de la santé est assez biomédicalisante, plus proche d'une responsabilité d'État que celle de la ville, mais quand même sur ce mot thérapeutique. Comment faire en sorte que la ville et l'acteur politique ville, ou cité, ou village, commune, etc., soutiennent le développement de l'ETP sur son territoire? C'est ça, c'est en fait l'intérêt que la ville peut en tirer. Alors, l'expérience qu'on a eue là, c'est les contrats de locaux de santé qui vont inclure de l'ETP, c'est encore très militant. C'est encore très militant parce que ça va au-delà de simplement la reconnaissance qu'il y a un défaut de santé sur le territoire. Le défaut de santé sur le territoire, il appellerait finalement de remettre encore de l'énergie en plus ou de remettre des moyens en plus. Et là, ce qui a été montré, c'est que finalement les moyens sont tous là. Ils sont tous là, mais ils sont pas bien coordonnés. Et c'est ce travail de coordination autour d'un projet d'une ville que la ville peut soutenir qui fait qu'on retrouve à la fois les énergies, les compétences, le temps. C'est vraiment ce travail sur qu'est-ce qu'on va différer pour pouvoir récupérer le temps qui va être absolument nécessaire pour que les patients travaillent et retrouvent une place dans la société. Et je veux dire qu'une ville qui a des gens qui ont du lien social, qui deviennent acteurs et qui sont finalement des acteurs politiques de la ville, c'est franchement essentiel. En guise de conclusion de cette journée, on assistait à un débat au cœur du territoire. J'en retiendrai le fait que la consultation ETP est aussi un moyen d'imaginer des pistes nouvelles au service du territoire, un levier d'expression et de mutualisation. L'ETP comme levier des politiques globales de santé? Ce qui est étonnant quand même, c'est que l'éducation thérapeutique, ce sont des pratiques qui ont une méthodologie qui s'est construite dans les années 80, qui n'a jamais été franchement favorisée sur le plan réglementaire ou institutionnel, en dehors de la loi de 2009, qui l'a instituée comme étant un droit pour les patients. Et que ça déclenche tout un ensemble, je dirais, de dynamiques
assez extraordinaires de la part des soignants et des patients, et qui font que là, il y a véritablement une innovation sociale importante dans le fait de peut-être de la réinsertion du soin dans le monde psychosocial, retrouver ce lien important d'une santé globale et d'une santé qui permet d'agir dans la vie. Pierre-Yves Traînard, en guise de conclusion ou d'ouverture ou d'imagination vers la rencontre 3, reprenons donc l'intitulé « Voir, montrer, faire voir l'éducation thérapeutique du patient ». Donc la voir, la montrer et la faire voir demain. Ouais. Quelles envies, quelle dynamique? Moi, je pense que la dynamique, elle est lancée. Elle est lancée, c'est évident. On voit l'enthousiasme de tous ceux qui s'y lancent. Donc faire voir, c'est faire voir l'enthousiasme, c'est faire voir que ça change les relations. Ça va changer les relations avec les institutions. Les institutions s'occupent beaucoup des structures, s'occupent beaucoup finalement plus du contenant que du contenu. Et là, c'est un réinvestissement sur le contenu en disant, attendez, regardez ce que font des professionnels, regardez ce que font des patients, et regardez à quel point c'est novateur, et ça va vraiment changer probablement une certaine face des soins, en tout cas, évidemment, dans la maladie chronique. Pierre-Yves Traînard, merci à vous, merci. Continuons donc à voir, montrer et faire voir l'éducation thérapeutique du patient. Merci beaucoup. Merci beaucoup.